Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 4 octobre 1994, vers 8h30, Murray Flynn, un entrepreneur en construction, roule sur le chemin Belle-Île, à Morin Heights. Comme il passe à la hauteur de 3 chalets de forme circulaire, lesquels portent les numéros 197 à 199, il entend une forte détonation. Presque aussitôt, il voit des flammes et de la fumée s'échapper du toit du pavillon central, le 199A. Flynn immobilise sa voiture et contacte les pompiers à l'aide de son téléphone cellulaire. Les sapeurs mettent moins de 5 minutes pour arriver sur les lieux. Tout est verrouillé. Utilisant un pied de biche, le chef, Ernie Woods, réussit à forcer la porte arrière. Aussitôt entré, il aperçoit des sacs en plastique, remplis d'essence, accrochés aux poignées des portes. De toute évidence, cet incendie n'a rien d'accidentel. Pendant que les pompiers s'activent à ouvrir le toit à coups de hache, d'autres entreprennent de faire le tour de la propriété. Il ne leur faut que quelques minutes pour découvrir, dans une chambre, les locataires. La femme est recroquevillée sur le lit et son compagnon est assis sur le plancher. Les corps sont affreusement brûlés. Les victimes sont identifiées comme étant Colette Rochat, 62 ans, et Jerry Genoux, 35 ans, un couple d'origine suisse. À première vue, les corps ne portent aucune marque de coup ou de blessure infligée par un couteau ou une autre arme. Pour l'enquêteur Jacques Saint-Pierre, l'affaire ressemble à un suicide suivi d'un crime d'incendiaire. Comme les 3 pavillons sont réunis les uns aux autres par des espèces de passerelles communicantes, les policiers inspectent rapidement les 2 autres chalets, le 197 et le 199. Ils y trouvent de curieux dispositifs de mise à feu. Il s'agit de cocottes d'aluminium remplies d'essence, reliées à des allumettes et à des minuteurs. Ces systèmes étaient programmés pour se déclencher à 5h01, mais ils n'ont visiblement pas fonctionné comme prévu. Mis à part ces bombes incendiaires, rien à l'intérieur des chalets ne paraît déplacé. Au fil des heures, Jacques Saint-Pierre apprend que les Genoux ne sont pas les propriétaires des chalets de la rue Belle-Île. Les titres sont enregistrés au nom de Joseph Dimambro, Luc Jouret et Camille Pilet, 3 citoyens suisses. Tous sont membres d'une curieuse confrérie ésotérique appelée l'Ordre du Temple solaire. Le lendemain, 5 octobre, l'enquêteur Jacques Saint-Pierre apprend que quelques heures plus tôt, à Chéry et à Granges-sur-Salvan, en Suisse, 2 autres propriétés appartenant à l'Ordre du Temple solaire ont été incendiées. D'après les premières informations, il pourrait s'agir d'un suicide collectif, comme celui du People's Temple de Jim Jones en 1978, un suicide collectif qui avait fait plus de 900 morts. Dans les incendies de Chéry et de Granges-sur-Salvan, les rumeurs parlent aussi de dizaines de morts. Pour Jacques Saint-Pierre, cela n'est certainement pas une coïncidence. Avec les experts de l'équipe médico-légale, il retourne à Morin Heights. Et si la scène du crime n'avait pas tout dit? De retour rue Belle-Île, l'agent Saint-Pierre et les experts de l'unité en scène de crime, le fameux CSI, passent au peigne fin le chalet incendié et les propriétés adjacentes, là où des mécanismes incendiaires ont été trouvés la veille. Si le chalet de droite ne cache rien de suspect, il en va autrement du 199 rue Belle-Île. Grâce au luminol, les enquêteurs comprennent que ces lieux ont été le théâtre d'un crime épouvantable. Les Genoux ont eu beau tout nettoyer avant d'orchestrer leur propre mort. Le sang est dur à faire disparaître.
Il s'infiltre dans les interstices et pénètre le gypse. Le luminol est un composé chimique qui réagit au fluide corporel. En vaporisant du luminol sur les murs, les enquêteurs notent de nombreuses traces de sang et éclaboussures. Une altercation sanglante s'est visiblement déroulée dans la salle de séjour. Mais, à n'en juger par leur corps, les genoux ne sont pas les victimes de ce crime. Alors où sont-elles? Le 6 octobre, en début de matinée, dans un réduit au sous-sol, les enquêteurs trouvent 3 autres corps, ceux d'un jeune couple dans la trentaine et d'un bébé de sexe masculin. L'homme et la femme ont été poignardés à de nombreuses reprises et frappés avec un objet contondant. Les cadavres sont enroulés dans des tapis. L'enfant, dissimulé dans un sac poubelle, a été poignardé. Son agresseur lui a également enfoncé un pieu dans le cœur. L'instrument a été placé dans le sac avec le corps. L'affaire ressemble à un crime rituel. Dans les affaires de meurtre, les policiers apprennent à lire les scènes de crime. Ces lieux sont souvent très loquaces. Ils indiquent parfois le nombre d'agresseurs, leur modus operandi et même leur motivation. Dans le cas de Morin Heights, le détective Saint-Pierre a beau interroger la scène de crime, il a l'impression que celle-ci lui parle une langue inconnue, un dialecte étrange qui le ramène toujours à la même question. Qui sont ces gens de l'ordre du Temple solaire? L'ordre du Temple médiéval, ou l'OTM, voit le jour en 1952 à Argénie, en France. Elle est l'initiative d'un certain Jacques Breyer, un occultiste doublé d'un alchimiste. L'OTM, qui se réclame de la tradition chevaleresque de l'Ordre des Chevaliers du Temple, un ordre militaire créé au Moyen Âge pour prendre part aux croisades et dissous sous le règne de Philippe le Bel, a pour mission première de retrouver le trésor perdu des Templiers. À cette époque, l'affaire a plus les allures d'un club de chasseurs de trésors que d'un mouvement mystique. Bientôt, des membres dissidents s'éloignent de la mission première du groupe et forcent l'OTM à prendre de nouvelles tangentes ésotériques. Au fil des ans, l'OTM devient l'ordre souverain du Temple solaire et, au début des années 1970, l'Ordre rénové du Temple, ou ORT. À ce moment-là, le groupe est dirigé par un certain Joseph, Joe pour les intimes, Dimambro. Dimambro est né en 1924 dans la région du Gard, en France, où il s'est surtout illustré comme négociant en métaux précieux. C'est un homme peu instruit, au physique ingrat, mais doté d'un charisme extraordinaire. Avec l'ordre rénové du Temple en trame de fond, Dimambro fonde une kyrielle d'organismes où se mêlent l'ésotérisme, médecine douce et nourriture biologique, du centre de préparation à l'âge nouveau à la Golden Way. Puis, en 1981, ces divers organismes se fondent dans l'ordre chevaleresque international de tradition solaire. Au sein de la fraternité, tout est mis en commun: les salaires, les revenus et les biens. Les membres, qui se comptent par dizaines, sont invités à participer à des séminaires qui se tiennent à Seconex d'Arves, en Suisse, où Dimambro possède une propriété. À la commune, les adeptes vivent au rythme des lois et des règles édictées par Dimambro. Le jour, les membres s'occupent des tâches domestiques. Le soir, ils se regroupent en demi-cercle dans le sanctuaire de la propriété. Ils se tiennent debout dans le noir, attendant que se manifeste le maître, une sorte de divinité surnaturelle qui communique avec Joe Dimambro, du moins le prétend-il. Souvent, après de longues minutes, flottant dans l'obscurité,
la tête du maître apparaît, éclairée d'un rayon de lumière. L'affaire sent la mise en scène à plein nez, mais les adeptes sont trop subjugués par le spectacle pour faire preuve de tout sens critique. C'est à cette époque que Joe DiMambro fait la connaissance de Luc Jouret, un jeune médecin suisse recyclé dans les médecines douces comme l'acupuncture ou l'homéopathie. Jouret a été amené à l'Ordre chevaleresque international de tradition solaire sur l'invitation d'un certain Julien Origas, un proche de DiMambro et ancien collabo de la Gestapo à Brest durant la Deuxième Guerre mondiale. Si DiMambro règne sur l'ordre comme le Tout-Puissant, Jouret s'impose rapidement comme son fils spirituel. Il est sympathique et c'est un beau parleur et un homme cultivé. Il vient ainsi combler les lacunes de DiMambro. Il sera dorénavant le porte-parole de la confrérie. En 1984, l'Ordre chevaleresque international de tradition solaire change de nom pour une énième fois et devient l'Ordre du Temple solaire, ou l'OTS, pour faire court. L'Ordre achète une maison à Sainte-Anne-de-la-Pérade, au Québec, une ferme agricole jadis propriété des Frères du Sacré-Cœur, 6 rue d'Orvilliers. L'Ordre y aménage un sanctuaire où il tient ses cérémonies secrètes. Des adeptes européens et antillais viennent y séjourner à l'invitation de Jouret et de DiMambro, qui décrivent cette maison comme une arche de survie, à l'abri des catastrophes qui guettent le monde. Si le discours de l'OTS est celui d'un groupe pseudo-religieux où se mêlent ésotérisme, occultisme et nouvel âge, pour les dirigeants, il s'agit d'abord et avant tout d'une entreprise commerciale, et plutôt lucrative. Dans leur ascension, DiMambro et Jouret peuvent compter sur les contributions généreuses de nombreux membres. Ces argents sont réinvestis dans l'immobilier. Au milieu des années 1980, l'OTS possède de vastes domaines en France, en Suisse, au Canada et même en Australie. Toutes ces propriétés sont acquises par l'intermédiaire de la Société civile immobilière, dont les principaux dirigeants ne sont nul autre que Joseph DiMambro et d'autres membres influents de l'ordre. Les affaires vont rondement jusqu'en 1993. En mars, la Sûreté du Québec arrête 2 membres de l'OTS, Jean-Pierre Vinet et Herman Delorme, suspectés d'avoir acheté des armes sur le marché noir. Un mandat d'arrêt est aussi lancé contre Luc Jouret. Le médecin ésotérique préfère retourner en Suisse plutôt que de faire face à la justice québécoise. En Suisse, Joseph DiMambro voit de plus en plus son autorité remise en question. Des membres commencent à prendre leur distance. Les mises en scène de DiMambro pour faire apparaître les grands maîtres au milieu des assemblées ne suffisent plus à convaincre les fidèles de ses contacts privilégiés. Qui plus est, des rumeurs de magouilles et d'irrégularités financières éclaboussent l'OTS. Le gourou devient de plus en plus paranoïaque. Il divague, évoque l'étoile de Sirius, les mondes invisibles et les énergies cosmiques. Il resserre son discours sur les grands maîtres, ces êtres omniscients chargés de guider l'humanité vers un futur paradisiaque. Il commence aussi à parler de transit, un passage vers l'au-delà qui n'est possible qu'avec la mort du corps physique. Pour DiMambro, les membres qui ont décidé de tourner le dos à l'ordre sont qualifiés de traîtres. C'est le cas du couple Dutoit, Antonio et Suzanne, Niki pour les intimes, des artisans qui ont préféré quitter la Suisse pour s'installer à Saint-Sauveur, au Québec. Plus inquiétant, DiMambro voit dans leur nouveau-né, le petit Christophe Emmanuel, l'incarnation de l'Antéchrist. Si Joe envisage un transit vers Sirius, il est hors de question de partir en laissant le monde aux prises
avec cet antéchrist. L'enfant des Dutoit doit mourir. Au mois d'août 1994, Dimambro charge un couple de fidèles adeptes, Colette Rochat et Géry Genoux, de se rendre au Québec pour débarrasser le monde de l'enfant du malin. Pour ce faire, Dimambro met à leur disposition son luxueux chalet du 199A chemin Belle-Île à Morin Heights. Pendant des jours, les Genoux s'efforcent de renouer avec les Dutoit. L'affaire est loin d'être une sinécure. À l'époque où les Dutoit étaient membres actifs de l'OTS, les Genoux ne faisaient pas partie de leur cercle d'amis. Difficile à présent de créer des liens qui n'ont jamais existé. Vers le 10 septembre, les Genoux reçoivent un appel de Joe. Il veut savoir où en est leur plan. Le transit est imminent, dit-il, et ils doivent réagir promptement. Dimambro les informe que Dominique Bellaton, une bonne amie des Dutoit, viendra les rejoindre au Québec pour les aider à finaliser leur embuscade. Le 17 septembre, Bellaton s'embarque sur le vol 132 de Swissair à destination de Mirabel. Jouant la carte de l'amitié, Dominique invite une première fois les Dutoit au chalet de Morin Heights. La soirée est amicale et les convives évitent de trop parler de l'OTS. Tous sont d'accord pour remettre ça prochainement. En acceptant une future invitation, les Dutoit sont loin de s'imaginer qu'ils ont scellé leur destin. Le 24 septembre, dans un hôtel d'Avignon, en France, l'OTS tient une réunion extraordinaire. La rencontre est présidée par le célèbre chef d'orchestre Michel Tabachnik, un membre proche de Dimambro. La décision est prise de saborder l'OTS. Un nouvel ordre est créé, l'Alliance Rose-Croix. Son objectif est de redonner un second souffle à l'organisation. C'est la passation des pouvoirs de Luc Jouret et de Joe Dimambro à Michel Tabachnik. Cette réunion sonne le glas pour l'OTS. Le compte à rebours du transit vers Sirius a commencé. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 29 septembre, Joël Heger arrive à Mirabel via le vol 138 de la Swissair. Heger est un peu l'homme de main de Dimambro. Il a été envoyé au Québec pour finaliser l'exécution des Dutoit. Il débarque à Morin Heights en après-midi. Dès son arrivée, Dominique Bellaton appelle Nikki. Elle lui raconte qu'elle a un sérieux problème avec la douche du chalet. L'affaire, explique-t-elle, est d'autant plus embêtante qu'elle attend des invités. Elle lui demande si Antonio ne pourrait pas venir rafistoler cela, lui qui est plutôt bon bricoleur. Tout de go, elle les invite à dîner et lui demande d'amener le petit Christophe Emmanuel. Les Dutoit acceptent. Ils seront là vers 17h. Dès l'arrivée des Dutoit, Géry Genoux entraîne Antonio à l'étage inférieur et lui assène un violent coup de batte de baseball dans le bas du dos. C'est le signal. Joël Heger, caché derrière la porte de la salle de bain, bondit hors de sa cachette et poignarde la victime pendant que Géry lui fracasse le crâne avec sa batte. À l'étage, les hostilités ont aussi commencé. Colette Rochat se jette sur Nikki. Dans sa main, elle tient un couteau de cuisine, une lame qu'elle utilise pour frapper la jeune femme. 8 fois dans le dos, 4 fois à la gorge et 1 fois dans chaque sein. Les 2 poumons et le diaphragme sont perforés. L'artère carotide droite, de même que la carotide et la veine jugulaire gauche, sont complètement sectionnées. Nikki Dutoit meurt noyée dans son sang. Puis, c'est au tour de l'enfant. Le bébé est frappé 54 fois
en référence aux 54 chevaliers du Temple exécutés sur le bûcher le 18 mars 1314 avec un pieu de bois que Joël a apporté avec lui pour détruire l'Antéchrist. Leur massacre terminé, Dominique Bellaton et Joël Heger prennent la voiture des Dutoit et retournent à l'aéroport de Mirabel, à 30 minutes de Morin Heights, où ils s'embarquent sur le vol 139 de la Swissair à destination de Zurich. Il est 22 heures. Pendant ce temps, au chalet de la rue Belle-Île, Colette Rochat et Géry Genoux s'activent à faire disparaître les corps. Ceux des Dutoit sont enroulés dans des tapis et dissimulés dans un réduit au sous-sol. Le cadavre du petit Christophe Emmanuel est jeté dans un sac à ordures avec le pieu en bois et placé près de ses parents, derrière le chauffe-eau. Les assassins s'efforcent ensuite de nettoyer la scène du crime. Leur tâche accomplie, ils se préparent pour le transit. Joe DiMambro a donné des directives précises en ce sens. Le transit vers Sirius se fera le 4 octobre et c'est par le feu que le voyage doit s'accomplir. Colette et Géry mettent en place leur mécanisme incendiaire et règlent la minuterie. Ils prennent ensuite des doses mortelles de flunitrazepam, un médicament utilisé lors d'opérations chirurgicales en Europe, mais non disponible en Amérique du Nord. Ils s'enferment ensuite dans une chambre du pavillon central, le 199A, et se laissent emporter par la mort. Retour en Suisse. Les 1er, 2 et 3 octobre, une fébrilité téléphonique anime les membres de l'OTS. Le lundi 3 octobre, nouvelle rencontre à Bex. DiMambro et une douzaine de fidèles se donnent rendez-vous dans un restaurant, la Rôtisserie. L'ambiance n'y est plus. Les gens touchent à peine à leurs assiettes. Les serveurs diront plus tard que les convives semblaient absents. Le 4 octobre, Luc Jouret est vu achetant des sacs poubelles. De son côté, DiMambro remet à un membre de l'OTS, Patrick Vuarnet, un gros paquet de lettres apostées. L'une d'elles est adressée à Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur français. C'est un testament. Nous vous accusons d'avoir délibérément voulu détruire notre ordre et d'en avoir fait une raison d'État. Nous vous accusons, Monsieur Pasqua, d'avoir prémédité un assassinat collectif. Nous avons par conséquent décidé de quitter les plans terrestres prématurément, car nous sommes conscients de votre volonté de détruire l'œuvre que nous avons accomplie. Dans le groupe, ceux qui ont enfreint le code d'honneur sont considérés comme des traîtres. Selon certains membres du groupe, les traîtres ont subi et subiront le châtiment qu'ils méritent pendant des siècles. À des milliers de kilomètres de là, les sapeurs-pompiers s'efforcent de maîtriser les flammes qui ravagent un chalet de la rue Belle-Île à Morin Heights. Quelques heures plus tard, les chalets de l'ordre du Temple solaire de Chéry, dans le canton de Fribourg, et de Granges-sur-Salvan, dans le Valais, s'enflamment sous l'effet de mécanismes incendiaires analogues à ceux que découvriront les enquêteurs de la SQ à Morin Heights. Le bilan est lourd. Dans les décombres, on retrouve respectivement 23 et 25 cadavres. À Chéry, 20 des 23 victimes ont été abattues par au moins une balle dans la tête. Certaines en comptent jusqu'à 9. Les corps ont été attachés, les mains derrière le dos, et des sacs de plastique couvrent certains visages. C'est parmi les 25 dépouilles de Salvan, dont plusieurs présentent des traces d'une mort par empoisonnement, que sont identifiés Luc Jouret et Joseph DiMambro. À Salvan encore, est retrouvé un pistolet de calibre 22 long rifle,
ayant servi à l'exécution de certaines victimes de Chéry. À Salvan et à Chéry, les enquêteurs trouvent des sédatifs pouvant entraîner le coma, comme si leur absorption avait permis aux adeptes d'attendre la mort plus sereinement. Dans les heures qui suivent, comme leurs confrères de la Sûreté du Québec, les enquêteurs de la police helvétique apprennent qu'à Morin Heights, des adeptes ont aussi joué de la batte de baseball et du couteau et que 5 personnes ont trouvé la mort, dont un bébé de 3 mois. Au total, le transit vers Sirius aura fait 53 victimes. Les enquêteurs apprennent également que, dans la journée du 4 octobre, un certain Thierry Huguenin, à qui l'OTS devait des milliers de dollars, s'est présenté à Salvan, à l'invitation de Joe DiMambro. Le gourou avait sans doute l'intention de l'inclure sur sa liste des voyageurs pour Sirius. Mais, quelques minutes après son arrivée, Huguenin a été pris d'un curieux pressentiment et a décidé de prendre la fuite. Thierry Huguenin aurait dû être le 54e. C'est sous cette appellation, le 54e, qu'il sera dorénavant désigné par les membres survivants de la secte. Car des survivants, il y en a. Et ils feront bientôt parler d'eux. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Au fur et à mesure que progresse l'enquête de la police helvétique, le détective Jacques Saint-Pierre de la Sûreté du Québec commence à déchiffrer la scène de crime de Morin Heights. Il comprend mieux le rôle de Colette Rochat et de Géry Genoux et, surtout, l'importance des Dutoit et de leur enfant dans la symbolique de l'ordre du Temple solaire. À l'automne 1995, la Sûreté du Québec remet son rapport au ministère de la Justice. Elle souligne avoir interrogé une trentaine de membres de l'OTS domiciliés au Québec. Tous ont raconté qu'ils étaient effrayés par Joe DiMambro, devenu de plus en plus incontrôlable au fil des mois. Selon la SQ, DiMambro voyait l'Antéchrist dans le petit Christopher. Il l'a fait assassiner, lui et ses parents, coupables de l'avoir mis au monde. Après leurs actions, les exécuteurs s'en sont retournés en Suisse pour se suicider à Salvan. Pour la justice québécoise, le dossier OTS est clos. C'est un peu court comme conclusion. La vérité est plus complexe. Les Dutoit occupaient au sein du Temple solaire des postes très sensibles. Antonio, Tony pour les intimes, était responsable des effets spéciaux qui permettaient à DiMambro de faire apparaître devant ses fidèles médusés les fameux maîtres cosmiques. Nikki, elle, était la gouvernante de Doudou, alias Emmanuel DiMambro, la fille du chef, considérée comme un enfant sacré. Quand le couple Dutoit a commencé à s'éloigner de l'OTS, au début des années 1990, DiMambro avait 2 bonnes raisons d'être fou de rage. La première était que, sans l'aide de Tony, il lui était désormais impossible de faire apparaître les maîtres au cours de ces cérémonies. La deuxième était plus personnelle. Nikki connaissait tout de l'éducation, en principe secrète, réservée à Doudou, l'héritière. Il fallait les empêcher de parler. Et quand les Dutoit ont décidé de baptiser leur fils Christophe Emmanuel, le même prénom que sa fille, DiMambro a vu dans ce geste une insulte supplémentaire, un crime de lèse-majesté. Voilà les véritables raisons derrière l'exécution des Dutoit. Au lendemain des drames de Granges-sur-Salvan et de Chéry, l'enquête est confiée au juge d'instruction André Pillet. Son enquête se termine par cette conclusion.
Il n'est pas à exclure que des membres actifs de l'OTS, encore en vie, continuent à cultiver les enseignements ésotériques de Joseph Di Mambro, Luc Jouret ou Michel Tabachnik. En l'état actuel, un tel événement pourrait se reproduire sans que l'on puisse le prévenir, étant donné le secret dont s'entourent les membres de telles sectes. Si le rapport du juge Pilet suscite énormément de critiques au lendemain de sa publication, personne ne peut l'accuser d'avoir manqué de vision. Le jeudi 21 décembre 1995, la télévision suisse romande annonce que 16 membres de l'Ordre du Temple solaire auraient disparu depuis une semaine. Considérant les événements survenus 14 mois plus tôt, les journalistes sautent sur l'information. Ils découvrent qu'au nombre des disparus se trouve Patrick Vuarnet, le fils du célèbre champion de ski français, ainsi que sa mère, Edith. La voiture de la femme a d'ailleurs été retrouvée, abandonnée, dans le stationnement d'une discothèque de Haute-Savoie. La police confirme les faits. Patrick Vuarnet est ce proche de Joseph Di Mambro qui, la veille des drames de Granges-sur-Salvan et de Chéry, s'est vu remettre un paquet de lettres à poster, dont un long testament d'une dizaine de pages, intitulé « Aux épris de justice » et destiné à la presse. Les journalistes apprennent aussi que parmi les disparus se trouvent 2 policiers français, Jean-Pierre Lardanchet et Patrick Rostand, 2 sympathisants de l'OTS. Ces policiers se sont volatilisés avec leur arme de service. Ce détail n'augure rien de bon. Le 22 décembre, au lendemain du solstice d'hiver, un chasseur découvre sur un stationnement, situé à 1000 mètres d'altitude, près d'une station de ski de Saint-Pierre-de-Chérennes, près de Grenoble, dans l'Isère, 4 voitures vides. 3 sont immatriculées en Suisse. Ce chasseur, Robert Arnaud, contacte la police. Près de 500 gendarmes débarquent bientôt sur ce plateau du massif du Vercors. Pendant ce temps, la police procède à une perquisition au domicile d'une des disparues, Christiane Bonnet, une psychothérapeute de Genève. Les enquêteurs helvétiques y trouvent de nombreux documents témoignant de son militantisme au sein de l'OTS et une lettre testament. Elle y évoque la mort et des retrouvailles dans l'au-delà. L'affaire a des allures de déjà-vu. Le samedi 23 décembre, un hélicoptère de la gendarmerie est mis à contribution. Dans la matinée, à 2 kilomètres du stationnement, près d'un escarpement appelé le Trou du Diable, le pilote aperçoit une curieuse étoile. Ses 14 branches sont autant de cadavres. Les corps, dont ceux de 3 enfants âgés de 2 à 6 ans, sont disposés autour d'un pieu, leur tête vers l'extérieur. Un peu à l'écart, 2 autres cadavres viennent compléter la liste. Il s'agit des 16 disparus de l'OTS. Leur disposition rappelle l'étoile de Sirius, la patrie de ces maîtres cosmiques avec lesquels Joseph Di Mambro se disait en contact. Une équipe de gendarmes au sol est aussitôt guidée vers la clairière. Sur place, de nombreux éléments leur permettent de reconstituer les derniers moments des sacrifiés du Vercors. Selon eux, le drame s'est produit dans la nuit du 15 au 16 décembre. Du stationnement, situé à côté de la station de ski, les fidèles ont parcouru à pied, à travers les sentiers enneigés, les 2 kilomètres les séparant du lieu du transit. Une marche d'une bonne vingtaine de minutes. Près des restes d'un petit feu de camp, les policiers trouvent des anxiolytiques et des tranquillisants, sans doute pour adoucir le voyage vers Sirius et empêcher la révolte. Tous les corps composant l'étoile ont la tête recouverte d'un sac de plastique. Ils n'ont pas vu arriver la mort. Une mort qui s'est présentée à eux
via une balle de calibre 22 long rifle tirée en pleine tête et dans la poitrine. Les 2 corps découverts à proximité sont ceux de Jean-Pierre Lardanchet, 36 ans, et d'André Fredly, 49 ans. À côté d'eux, dans la neige, on trouve les 2 pistolets ayant servi au massacre. Lardanchet et Fredly ont sans doute abattu les sacrifiés avant de les asperger d'essence et de brûler leur corps. Les 2 bourreaux se seront ensuite donné la mort en se tirant une balle sous le menton. Dans la nuit du samedi au dimanche, les 23 et 24 décembre, les corps sont évacués vers l'Institut médico-légal de Grenoble. Les victimes sont vite identifiées. Elles étaient toutes membres de l'ordre, mis à part les 3 enfants. Parmi elles, on reconnaît plusieurs fidèles et proches de Joseph Di Mambro, disparus dans le massacre de Salvan en octobre 1994. Il y a là Christiane Bonnet, 50 ans, la psychothérapeute de Genève, Patrick Vuarnet, 27 ans, golfeur professionnel et fils du champion de ski français, sa compagne, Hude Verona, 34 ans, et sa fille, Tania Verona, 6 ans. Il y a aussi Édith Vuarnet, 61 ans, la mère de Patrick. On compte également parmi les victimes Marie-France Lardanchet, épouse de Jean-Pierre, l'un des exécutants, et ses 2 fils, Aldwin, 4 ans, et Curval, 2 ans. Pourquoi? C'est la question que tous se posent au lendemain du drame du Vercors. Alors que les autorités croyaient close l'affaire de l'OTS, après les événements de Granges-sur-Salvan, de Chéry et de Morin-Heights, qu'est-ce qui a bien pu pousser les sacrifiés de Saint-Pierre-de-Chérennes à commettre l'irréparable? Dans cette quête de réponse, plusieurs pointent du doigt Christiane Bonnet, cette psychothérapeute genevoise. Depuis des mois, elle ne cachait pas sa déception d'avoir manqué le transit d'octobre 1994. Elle regrettait de ne pas avoir accompagné dans la mort Daniel Jaton, un homme qui affirmait être la réincarnation de Nostradamus et avec lequel elle partageait sa vie. Jaton était au nombre des victimes de Chéry. Depuis quelque temps, Christiane Bonnet se disait aussi médium et pratiquait des exorcismes. C'est autour d'elle que, dès novembre 1994, une trentaine de membres se seraient regroupés. Christiane Bonnet désirait rejoindre Joseph Di Mambro et son bien-aimé Daniel. Quelques jours avant les événements du Vercors, elle aurait fait parvenir une lettre aux membres du groupe les informant qu'un autre transit était en cours de préparation et qu'elle aurait la joie immense d'être appelée parmi les élus. Visiblement, Christiane Bonnet a réussi à convaincre 15 autres personnes de prendre part à la fête. C'est du moins ce que conclura la justice française. Mais tous ne sont pas d'accord. Plusieurs enquêteurs indépendants accusent les services de police d'avoir ignoré de nombreux éléments dans l'affaire du Vercors. Par exemple, Hude Verona, l'une des victimes, avait la mâchoire fracturée. Pour ses parents, ce détail prouve que leur fille ne s'est pas suicidée. Elle a probablement été battue alors qu'elle essayait de soustraire son enfant au massacre. Des experts ont aussi noté des taux anormalement élevés de phosphore sur les corps. Selon eux, cette présence indique que les cadavres n'ont pas seulement été brûlés en ayant recours à un accélérant, mais en utilisant un lance-flamme. 9 des 16 victimes étaient tellement carbonisées que leurs os avaient fondu. Un indice qui prouve que le feu rédempteur était d'au moins 1600 degrés centigrades. Or, en forêt, en plein hiver, même en utilisant un accélérant, la chaleur des flammes ne dépasse pas les 700 degrés centigrades. Seule l'utilisation d'un lance-flamme de type militaire aurait pu donner
ce genre de résultat. Autre anomalie, sur les lieux, les voitures abandonnées par les victimes avaient été nettoyées pour effacer toutes les empreintes digitales. Les véhicules étaient verrouillés, mais 2 clés n'ont pas été retrouvées, ni sur les corps, ni dans leurs effets, ni dans les environs. Il faut donc que quelqu'un soit reparti avec ces clés. Considérant ces éléments, peut-on encore croire au suicide collectif? Ne devrait-on pas plutôt parler de meurtre collectif? Pour le ministère français de la Justice, chargé de faire toute la lumière sur les événements du Vercors, la recherche d'un bouc émissaire s'est résumée qu'à un seul nom, le célèbre chef d'orchestre suisse, Michel Tabachnik. On se rappellera que le 24 septembre 1994, à Avignon, Tabachnik, un proche de Dimambro et ancien dirigeant de la fondation Golden Way, l'une des nombreuses organisations ésotériques créées par Dimambro dans le sillage de l'OTS, s'est vu remettre les rênes de l'ordre qu'il a fondu dans une nouvelle association, l'Alliance Rose-Croix. Au lendemain des événements du Vercors, Tabachnik est arrêté et cité à procès. L'accusé rejette toute responsabilité. Il affirme avoir été pris au piège par l'ordre et qu'il n'est en rien responsable des massacres commis par la secte. En 2001, le tribunal correctionnel de Grenoble l'acquittera au bénéfice du doute. L'affaire sera portée en appel en 2006, avec le même résultat. Le 22 mars 1997, les pompiers du village de Saint-Casimir, une petite municipalité située à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières, juste au nord de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sont appelés à intervenir au 70 rue Notre-Dame, une résidence située à la sortie du village. Quelques minutes plus tôt, un citoyen a vu des flammes jaillir de la maison unifamiliale. Une fois à l'intérieur, les sapeurs ne sont pas longs à découvrir les corps de 5 adultes, 3 hommes et 2 femmes. 4 des victimes se trouvent dans une chambre du premier étage. Elles sont toutes étendues sur un même lit. Détail étrange, elles portent autour du cou un pendentif représentant un aigle à 2 têtes, le symbole de l'OTS. Le 5e corps, la tête recouverte d'un sac en plastique, se trouve dans le salon, au rez-de-chaussée. Près de la porte d'entrée, les pompiers trouvent un mécanisme artisanal. Il s'agit de 2 bouteilles de gaz reliées à une résistance chauffante et à une minuterie. 1 heure après le début de leur intervention, les pompiers voient sortir d'un atelier adjacent à la maison 3 adolescents, 1 fille et 2 garçons. Les jeunes semblent mêlés. Ils sont visiblement sous l'effet d'une drogue quelconque. Ils sont aussitôt conduits dans une résidence voisine, puis au CLSC du village voisin de Saint-Marc-des-Carrières. Après les pompiers de Saint-Casimir, c'est au tour des enquêteurs de la Sûreté du Québec d'investir les lieux. Ils apprennent que les propriétaires et les parents des enfants réfugiés dans l'atelier sont Didier Caise et Chantal Goupillot. Les époux, âgés tous deux de 39 ans, seront identifiés parmi les 4 corps trouvés dans la chambre du premier étage. Ils étaient d'anciens membres de l'OTS, restés fidèles aux enseignements de la secte. Les autres victimes sont Pauline Rioux, 54 ans, Bruno Klaus, 49 ans, et Suzanne Goupillot-Druot, 63 ans. C'est cette femme, mère de Chantal, qui a été trouvée au salon. 3 des victimes étaient d'origine française, Didier Caise, Chantal Goupillot et Suzanne Goupillot-Druot. Une autre était suisse, Bruno Klaus, et une dernière était québécoise, Pauline Rioux. Le couple Caise-Goupillot était arrivé au Québec une dizaine d'années plus tôt, lorsque l'OTS s'était momentanément installé à Sainte-Anne-de-la-Pérade au milieu des années 1980.
Pour les enquêteurs de la SQ, l'affaire a tous les éléments d'un suicide collectif. Ils trouvent même une lettre testament. Le document a été imprimé et n'est pas signé. Ils apprendront qu'une copie de cette même lettre a été envoyée au quotidien La Presse. Dans un charabia mystico-ésotérique, les auteurs accusent les médias d'avoir diabolisé l'OTS. Ils évoquent aussi leur désir de rejoindre les autres fidèles sacrifiés. Que s'est-il passé? Les policiers se tournent vers les seuls survivants du drame, les 3 enfants des Keyes, Tom, 13 ans, Fanny, 14 ans, et Julien, 16 ans. En combinant les témoignages des enfants aux indices trouvés sur place et au rapport du médecin légiste, les enquêteurs réussissent à reconstituer les dernières heures des sacrifiés de Saint-Casimir. Le mercredi 19 mars, Didier Keyes a acheté 2 bidons d'essence et 2 bouteilles de gaz propane. Le lendemain, Didier Keyes et Chantal Goupillot ont passé la soirée avec leurs enfants. À leur insu, ils ont versé des somnifères dans leur jus de fruits. Cette nuit-là, le mécanisme de mise à feu aurait dû enflammer la maison et emporter tous ses occupants dans la mort. Mais, vers 4 heures du matin, la jeune Fanny s'est réveillée. Toute la maison empestait le gaz propane. Elle s'est levée et a trouvé la bonbonne incendiaire. Comprenant ce qui se passait, elle a refermé le robinet des bonbonnes, a ouvert quelques fenêtres et est retournée se coucher. La journée du vendredi 21 mars, les enfants l'ont passée à discuter avec leurs parents. Tom, Fanny et Julien ont essayé de les convaincre de ne pas récidiver. Peine perdue. Ils les ont toutefois persuadés de ne pas les emmener avec eux. Ce soir-là, malgré sa promesse, Didier Keyes a remis en place son dispositif incendiaire. Heureusement, son diabolique mécanisme a une fois de plus refusé de fonctionner. Le samedi matin, à l'aube, la maison empestait encore le propane. Fanny a découvert sa grand-mère, Suzanne Goupillot-Drouot, couchée sur le canapé, la tête enfermée dans un sac de plastique. La femme était apparemment décédée durant la nuit. Puis, Julien a surpris son père en train de manipuler de nouveau son mécanisme incendiaire. À l'issue de nouvelles discussions, les enfants ont été autorisés à se réfugier dans l'atelier, adjacent à la maison. En fin d'après-midi, comme le dispositif de mise à feu refusait encore de se déclencher, les enfants sont retournés dans la maison et l'ont activé eux-mêmes. Ils sont retournés se mettre à l'abri dans l'atelier. Quelques minutes plus tard, le 70 rue Notre-Dame s'est enflammé. Le rapport du médecin légiste confirme que les victimes avaient absorbé de puissants sédatifs avant de mettre fin à leur jour. Des traces de suie ont été trouvées dans les poumons de Didier Keyes, Chantal Goupillot, Bruno Klaus et de Pauline Rioux. Le coroner croit que ces gens, tous étendus sur un lit dans une chambre du premier étage, sont morts asphyxiés par la fumée. Quant à la grand-mère des enfants, la mère de Chantal, Suzanne Goupillot-Drouot, le corps ne présentait aucune marque de violence. Le légiste pense qu'elle est décédée suite à la prise d'une dose massive de médicaments ou par le gaz qui s'est échappé des bouteilles de propane dans la nuit du vendredi au samedi. En avril 1997, malgré le rôle actif des adolescents dans la mort des victimes de Saint-Casimir, le procureur général, Mario Tremblay, annonce que le ministère de la Justice ne portera aucune accusation contre eux. Les enfants étant jugés alors en pleine dérive psychologique. Tom, Fanny et Julien seront éventuellement retournés dans leur famille en France. Dans les mois qui ont suivi le drame de Saint-Casimir, les amateurs de complot ont évoqué l'hypothèse que certains dirigeants de l'ordre, dont Joe DiMambro,
avaient des liens étroits avec la mafia. D'autres ont affirmé que des hommes de pouvoir avaient cherché à détruire des pièces à conviction afin de ne pas plonger le monde politique dans l'embarras si on avait trouvé des liens entre certains élus et l'ordre. Un texte attribué à l'épouse de Di Mambro, Jocelyne, retrouvé parmi les victimes de Salvan, aurait aussi été découvert lors des fouilles au chalet incendié. Elle y accusait Luc Jouret d'être le grand responsable de ces massacres et que Joseph Di Mambro n'avait rien à y voir. Même s'il est vrai que certaines questions restent sans réponse, notamment sur les possibles commanditaires du massacre du Vercors et sur les millions de dollars de l'OTS qui n'ont jamais été retracés, il est aujourd'hui acquis que le drame de Saint-Casimir a marqué la fin de l'OTS. Aucun autre meurtre, ni aucun autre suicide portant l'empreinte de la secte n'a jamais été rapporté. Nietzsche disait « Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité ». Hélas, 74 adeptes de l'OTS auront payé de leur vie cet excès de foi, au détriment de la vérité. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.